Alors nous arrivons à la fin du Moyen-Âge. Précédemment, je vous ai expliqué que le Moyen-Âge est traditionnellement divisé en trois parties. Le Haut Moyen-Âge qui couvre les 5 premiers siècles de cette longue période, donc du 5e au 10e siècle, qui est une période durant laquelle on a très peu de textes. Ensuite, une deuxième partie qui couvre le 11e, 12e et 13e siècle, c'est ce qu'on appelle habituellement le Moyen-Âge classique, c'est l'époque du grand essor des campagnes et des villes. Et enfin, vous avez le bas Moyen-Âge, c'est la période que je vais traiter aujourd'hui, qui couvre en gros le 14e et le 15e siècle. Et moi, je m'attacherai plus particulièrement à la période qui va de 1300 à 1440 et qui est marquée par une véritable crise systémique, pour utiliser l'expression d'un historien dont je vous parlerai tout à l'heure en présentant la bibliographie. Voilà. Après 1450, on rentre dans une toute autre période, ce sont les temps modernes, c'est la Renaissance, c'est l'humanisme, l'époque des grandes découvertes, l'invention de l'imprimerie, voilà. Donc on est dans une toute autre période à partir du milieu du XVe siècle. Alors mon exposé sera subdivisé en deux grandes parties, je pourrais dire. Dans un premier temps, j'analyserai ce que l'on appelle l'infrastructure de la société, en essayant de considérer et de comprendre quelles sont les conditions matérielles dans lesquelles cette société du bas Moyen-Âge a vécu. Autrement dit, il sera question tout d'abord des calamités naturelles et des rapports de production, autrement dit, des aspects économiques et sociaux de cette période. Et dans un deuxième temps, je m'attacherai à ce que l'on appelle, en tout cas dans l'historiographie marxiste, la superstructure, autrement dit, des aspects politiques, l'organisation des États, et d'autre part, l'idéologie. Inévitablement, donc, il sera question de l'organisation de l'Église catholique et des hérésies qui, aux yeux de celle-ci, ont surgi donc, dans les 2 derniers siècles du Moyen-Âge. Voilà donc le plan de mon cours. Alors, je commence tout d'abord donc par les infrastructures de cette période, de la société. Le bas Moyen-Âge est caractérisé par une période de calamité. Alors, ces calamités sont tout d'abord naturelles. En effet, à partir du XIIIe siècle, différents maux s'abattent sur la société, en tout cas au moins de l'Europe occidentale. Il y a tout d'abord un refroidissement du climat et une humidité accrue. Nous sommes à une période où tout ce qui concerne les changements climatiques nous concerne particulièrement, puisque on n'arrête pas de nous parler depuis une dizaine d'années du réchauffement climatique de la planète. Eh bien, à partir du XIVe siècle, on rentre dans ce que l'on appelle le petit âge glaciaire. Je dis bien le petit âge glaciaire. Il ne s'agit pas d'une 5e glaciation qui succède donc à celle dont j'ai pu vous parler à la fin du Paléolithique, mais il s'agit quand même d'une réduction d'au moins 2 degrés de la température du XIVe au XVIIe siècle certainement. Alors ceci a des conséquences très très importantes à une époque où la très grande majorité des habitants, des gens, sont des paysans ou en tout cas vivent à la campagne. Alors, quand vous avez successivement plusieurs années d'affilée, 2 ou 3 années, de mauvaises récoltes, et qu'en plus de ça, parce que vous avez des étés pourris, parce qu'il pleut davantage, très rapidement, la disette s'installe dès la 2e année, et la 3e année, on est franchement dans une période de famine. La population va connaître une décroissance sur le plan démographique,
parce que qui dit famine dit mort. Alors non seulement mort des plus âgés, des malades, mais également baisse de la natalité. Deuxième élément, lié, je dirais, aux conditions purement naturelles, c'est la présence d'épidémies récurrentes. Il y a de très nombreuses épidémies pendant cette période, qui vont d'ailleurs se poursuivre, je dirais, pratiquement jusqu'au début du XVIIIe siècle en France, puisque la dernière grande, comment dirais-je, épidémie de peste se situe à Marseille en 1720. Mais le XIVe siècle est marqué par une grande épidémie qui est l'arrivée de la peste noire. La peste noire qui vient d'Orient et plus précisément de Crimée, semble-t-il, et des navires italiens, génois, vénitiens qui viennent de Crimée vont arriver dans les ports du sud de l'Italie, à Messine, à Naples. Ils vont arriver également à Marseille, et tout ceci va conduire à une pandémie, alors autrement plus grave que celle que nous connaissons depuis quelques mois avec l'arrivée de la grippe A, la fameuse grippe H1N1, et dont nous devrions souffrir en Belgique, en tout cas dans le mois et demi qui vient. C'est en tout cas ce moment-là, on nous l'annonce depuis longtemps, mais que de très nombreux individus devraient être touchés, où la Belgique, on n'exclut pas l'hypothèse de 3 millions de personnes touchées. Il s'agit bien sûr d'une hypothèse, parce qu'on ne peut pas prévoir l'avenir. On attend toujours le vaccin, comme vous le savez. Enfin, il est arrivé, mais ce sont seulement certaines catégories de personnes à risque qui en bénéficient, mais l'ensemble de la population ne pourra en disposer qu'au mois de décembre de cette année, donc 2009. Alors, je reviens à cette fameuse peste noire. Elle arrive donc par le sud de l'Europe. Mais elle est extrêmement contagieuse, extrêmement virulente. Et en moins de 2 ans, elle arrive dans le nord de l'Europe, et c'est ce qui explique qu'entre 1347-48 et d'autre part 1352, plus du tiers de la population de l'Europe va en mourir. Dans certaines régions, certains villages, toute la population est décimée. Ailleurs, c'est un quart, un tiers, voire la moitié de la population qui est atteinte. Donc vous imaginez, c'est quelque chose de tout à fait redoutable. On a craint une épidémie de ce type-là quand, à partir des années 80, maintenant il y a plus de 25 ans, le sida, donc le syndrome d'immunodéficience acquise, est arrivé dans nos régions. Mais heureusement, on a trouvé des traitements qui ont effectivement fortement baissé la mortalité. Mais si l'Europe avait connu le sida au Moyen-Âge, incontestablement, des ravages aussi importants se seraient produits, sans aucun doute. Alors, à côté de la famine, de la peste, et n'oubliez pas que la famine fragilise les corps, les organismes, et que des corps affaiblis n'ont pas les mêmes, comment dirais-je, défenses immunitaires que des individus sains. Donc ça favorise la propagation de cette épidémie de la peste. Alors, outre donc, je le disais, la famine et les épidémies, vous avez un troisième mal qui s'ajoute, c'est la guerre. Le XIIIe et le XIVe siècle, en tout cas du milieu du XIVe siècle au milieu du XVe siècle, la guerre sévit un petit peu partout, au nord, au sud, à l'est. Une guerre particulièrement meurtrière s'installe en France, c'est la fameuse guerre de 100 ans, entre 1340 et la fin de celle-ci en 1353.
Quand je dis guerre de 100 ans, il faut s'entendre. Cette guerre de 100 ans n'a pas duré 100 ans, véritablement. Elle a duré, vraiment, je dirais, une vingtaine d'années, où les combats ont été vraiment durs. Disons que cette période de guerre s'est étendue sur 100 ou 110 ans. Elle s'est étendue. Pratiquement, il y a une année sur 5, en moyenne, où l'on fait la guerre. Le reste du temps, il y a des pauses. Il ne faut pas imaginer donc des combattants anglais ou pro-anglais et français ou pro-français qui se battent pendant 100 ans. Ça ne s'est évidemment pas passé comme ça. Voilà, donc les 3 mots sont 1, je le rappelle, la famine, 2, les épidémies, et 3, la guerre. Alors vous imaginez que tout ceci a eu des répercussions dans la population. Alors ces répercussions dans la population, elles concernent aussi bien et d'abord les campagnes qu'ensuite, et dans un deuxième temps, les villes. Vous imaginez qu'à partir du moment où il y a la famine, où il y a ces épidémies, eh bien toute l'économie s'en trouve bouleversée. À partir du moment où les rendements céréaliers baissent, inévitablement, par un jeu tout à fait logique, et nous le connaissons maintenant en 2009 avec la crise économique signifie une diminution des rentrées d'impôts. C'est bien pour ça que, en particulier, le secteur de l'enseignement risque d'être touché par un effet de domino tout à fait cohérent et douloureux. À cette époque-là, donc, les rendements céréaliers baissent, beaucoup de bêtes meurent également, donc l'élevage s'en trouve touché, mais les seigneurs voudraient continuer à avoir une perception de leurs impôts, de leurs redevances, de leur loyer, ce qu'on appelle le cens, aussi importante qu'auparavant. Donc ça va créer des tensions entre les seigneurs d'une part et les paysans de l'autre. Depuis le XIIe, XIIIe siècle, cela a été consigné dans des chartes, les paysans sont parvenus à fixer ces redevances, de telle manière que, eh bien, la somme perçue par le seigneur soit fixe chaque année. Mais ça se retourne évidemment au désavantage des paysans. Ce qui était un progrès plutôt au XIIe, XIIIe siècle, et qu'il est évité d'être trop, je dirais, ponctionné à une époque de croissance économique, c'était tout profit pour les paysans, puisque la différence entre ce qu'ils devaient payer, et qui était un impôt fixe, et non pas un revenu, je dirais, proportionnel ou progressif, ce que nous vivons à l'heure actuelle, eh bien cet impôt fixe leur permettait de prévoir exactement ce qu'ils allaient devoir payer au seigneur, et la marge entre, d'une part, ce qu'ils devaient payer au seigneur, et d'autre part, ce qui correspondait à l'accroissement de leurs revenus, à une période, ce qu'on appelle une phase A en économie, eh bien, tout cela était pour eux. C'était un bénéfice pour les paysans. Mais à partir du moment où on est dans une période B, une période de décroissance sur le plan économique, ils doivent continuer à payer les mêmes montants en impôts, et d'autre part, leurs revenus diminuent. Donc c'est terrible pour les paysans. D'ailleurs, c'est au bas Moyen-Âge, au XIVe ou XVe siècle, que se vont se multiplier les contrats de fermage, et d'autre part, les contrats de métayage. Alors le métayage, c'est peut-être moins douloureux pour le paysan. Pourquoi? Parce que la moitié de sa récolte, qu'elle soit importante ou faible, est, comment dirais-je, donnée aux propriétaires de la terre, et donc c'est variable d'année en année, tout en étant très douloureux, évidemment, quand les récoltes sont mauvaises. Dans le cas du fermage, là, ça se négocie entre le propriétaire de la terre et d'autre part, le paysan. Alors, cela va provoquer des soulèvements dans les campagnes, ce qu'on appelle le soulèvement des jacques. Quand on parle de jacquerie, au bas Moyen-Âge, il s'agit en fait de soulèvements paysans, de révoltes paysannes. En Angleterre, l'impôt est tellement vécu douloureusement
par les paysans qu'en 1381 plutôt, ils se révoltent sous la direction d'un chef qui s'appelle Wat Tyler, et ce soulèvement va être réprimé dans le sang. D'ailleurs, le meneur de cette révolte va être exécuté. Voilà pour les campagnes. Alors vous savez qu'il y a des liens très étroits entre les campagnes et les villes. Les campagnes nourrissent les villes. S'il n'y a plus assez de céréales de rendement suffisant dans les campagnes, eh bien les paysans vont faire de l'autoconsommation. On sera dans un cycle d'autosubsistance. Il n'y aura plus de surplus qui pourront être vendus dans les villes. Donc la ville va connaître également des famines et les prix vont renchérir. Autrement dit, on devra payer beaucoup plus cher le blé qui sera vendu dans les villes. C'est inévitable. Il va y avoir des tensions très importantes également entre les groupes sociaux à l'intérieur des villes. Entre d'une part ce que l'on appelle le patriciat, c'est-à-dire les gros bonnets dans les villes, l'aristocratie si vous voulez, et d'autre part les corporations. Les corporations, ce sont donc ces associations professionnelles qui permettent à des groupes d'individus, réunis par spécialité, par exemple les bouchers, les boulangers, les barbiers, les arbalétriers, par exemple, les bateliers ou autre chose, de défendre leurs intérêts par profession devant le magistrat de la ville. Alors, il va y avoir des tensions, pourquoi? Parce que, à la fois du côté des notables, du patriciat, c'est une expression reprise évidemment à l'Antiquité romaine, on va vouloir conserver son pouvoir. D'autre part, les corporations qui ont pu s'enrichir au XIIe et surtout au XIIIe siècle vont vouloir revendiquer une partie du pouvoir, quitte à avoir le pouvoir dans les villes. Et il va y avoir des soulèvements en Flandre, par exemple, au XIVe siècle avec Jacques van Artevelde, en France, à Paris, plus particulièrement, avec Étienne Marcel. Ces mouvements vont échouer et les corporations vont parvenir à un compromis avec le patriciat urbain dans la direction du gouvernement des villes, mais les corporations vont très rapidement se figer dans l'élaboration de règlements très stricts, et les corporations vont s'organiser dans un système qui va être le même jusqu'à la Révolution française, au moment où on va supprimer les corporations, donc dans les années 1790. Et dans ces corporations, vous avez les maîtres qui tiennent le haut du pavé, et vous avez ensuite des gens qui leur sont soumis, les compagnons qui ont la maîtrise de leur métier, mais qui ne sont pas propriétaires de ce que les marxistes appellent les forces productives, c'est-à-dire des machines, de l'outil de travail, et en dessous d'eux, vous avez les apprentis. Donc les corporations sont organisées en 3 niveaux. Vous avez donc les maîtres, les compagnons et les apprentis. Seuls les maîtres, on voit au chapitre, si je puis dire, dans la gestion des villes. Voilà. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment les choses sont organisées au niveau des États. Au niveau des États, on va commencer peut-être par la France. La centralisation qui avait commencé à se mettre en place au XIIe et au XIIIe siècle va connaître une accélération à l'époque de Philippe le Bel, donc au tournant du XIIIe et du XIVe siècle. Philippe le Bel s'entoure de spécialistes du droit. On est à l'époque de la Renaissance, de l'idée d'un État puissant, comme dans l'Antiquité. Il y a la Renaissance du droit romain. On redécouvre, ce sont essentiellement des Italiens à Bologne qui redécouvrent le droit romain.
mais ce droit romain va être appliqué également, en tout cas les principes du droit romain vont être appliqués en particulier en France. Donc Philippe le Bel s'entoure de juristes, de légistes, qui vont donner le là, si je puis dire, aux relations entre le roi de France, d'une part, et le pape, qui lui aussi a des prétentions universelles à diriger la chrétienté, non pas seulement sur le plan spirituel, mais également sur le plan temporel. Le pape se considère comme le sommet de la pyramide féodo-vassalique, ce que ne peut accepter évidemment le roi de France, qui se considère empereur en son royaume. C'est l'expression utilisée à cette époque-là. Ce pape Boniface VIII qui était un pape très orgueilleux, qui avait des prétentions donc à avoir la suprématie sur les souverains européens à cette époque-là, sera finalement battu par Philippe le Bel, entre autres à la suite de l'attentat d'Aniani. L'empereur, de son côté, connaît de gros problèmes. Il y avait eu, dans le troisième quart du XIIIe siècle, ce que l'on appelle le grand interrègne, après la mort de Frédéric II de Hohenstaufen. Après cet interrègne, qui dure pratiquement un quart de siècle, entre 1250 et 1275, je donne des dates rondes ici, hein, bien entendu, une nouvelle dynastie va se mettre en place, c'est-à-dire va se mettre en place, mais lentement. Hein, il n'aura vraiment qu'à partir du XVe siècle définitivement l'élection du roi des Romains pour elle. Il s'agit des Habsbourg. Mais au XIVe siècle, vous avez encore d'autres familles qui ont des prétentions impériales, en particulier la famille de Luxembourg. Vous savez que l'élection impériale est liée à un rapport de force entre les grands féodaux dans l'Empire. Et au milieu du XIVe siècle, en 1358, le roi Charles IV, l'empereur Charles IV, doit promulguer la bulle d'or qui va régler l'élection impériale pratiquement jusqu'à la Révolution française, et donc jusqu'à la dissolution de l'Empire d'Autriche, cette fois au début du XIXe siècle. Je crois que c'est en 1806 au Fer de Navarre. Dorénavant, le Saint-Empire romain de la nation germanique est constitué de près de 300 États, donc une multiplicité d'États tout à fait indépendants. Et l'Empire est censé garantir l'unité de ce vaste territoire, mais n'est en fait rien d'autre qu'une confédération, un petit peu comme l'Union européenne à l'heure actuelle. L'empereur a une fonction essentiellement symbolique, et l'élection de l'empereur va se faire dorénavant par 7 grands électeurs. Il y aura 3 grands électeurs ecclésiastiques, les archevêques de Cologne, de Mayence et de Coblence, et d'autre part 4 grands électeurs laïques, comme le duc de Saxe, le margrave de Brandebourg, le landgrave de Hesse, et encore un autre, je n'ai pas, mais oui, évidemment, le roi de Bohême, hein, la couronne de Bohême, va plutôt tomber entre les mains des Habsbourg, donc plus tard, et c'est ainsi que Charles Quint, dans la première moitié du XVIe siècle, est en même temps archiduc d'Autriche, comte de Brabant, comte de Flandre, duc de Brabant, etc. Et il est aussi roi de Hongrie pour un certain temps, et roi de Bohême. C'est en tant que roi de Bohême hein, que les Habsbourg participent à cette élection impériale. Alors, d'autres États se forment à ce moment-là, c'est l'État bourguignon, hein, qui, à partir de la fin du XIVe siècle, donc dans les années 1380, se forme, avec comme premier grand-duc ou duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, qui est le fils de Jean de Lebon, roi de France, qui avait donné ce territoire, la Bourgogne en apanage, à
à son fils. Et Philippe le Hardi inaugure une dynastie qui va durer, je dirais, jusqu'en 1481, au moment du décès de Marie de Bourgogne. Philippe le Hardi aura effectivement comme fils Jean sans peur, qui aura pour fils lui-même Philippe le Bon, qui est évidemment la figure de proue du XVe siècle, et Philippe le Bon aura pour fils Charles le Téméraire. Ça doit vous rappeler des souvenirs de l'enseignement primaire ou secondaire, mais Charles le Téméraire va très mal finir, puisque en 1477, il va, comment dirais-je, mourir à Nancy. Il va être mangé par les loups, d'ailleurs, et sa fille, Marie de Bourgogne, va se marier avec l'héritier du trône impérial, Maximilien, qui est le fils donc, de l'empereur Frédéric III. Et à ce moment-là, je dirais que le duché de Bourgogne va tomber entre les mains de la famille de Habsbourg, et c'est comme ça que Charles Quint et ses successeurs, les rois d'Espagne, et puis les empereurs d'Autriche, de la famille de Habsbourg, vont se trouver à la tête des différents comtés duchés de nos régions qui appartenaient donc au duc de Bourgogne. Je ne vais pas m'attarder sur les autres États. L'Angleterre va, elle, connaître au XIVe et au XVe siècle de gros problèmes. Quand vous pensez que entre le milieu du XIVe siècle et le milieu du XVe siècle, l'Angleterre va perdre la moitié de sa population. C'est quelque chose d'assez effarant. C'est lié à la fois aux famines, aux épidémies, mais aussi à la guerre qu'elle mène contre la France. Et la deuxième moitié du XVe siècle va être très douloureuse, en particulier pour la noblesse, puisque entre 1455 et 1485 se déroule la fameuse guerre des deux roses qui oppose les Lancastres, qui ont pour emblème la rose rouge, et d'autre part les York, qui ont pour emblème, dans leurs armoiries, la rose blanche. Alors la noblesse va être complètement décimée dans la deuxième moitié du XVe siècle, et c'est un Tudor, Henri VII, qui est à la fois l'héritier par sa mère des Lancastres et qui va se marier à une York, qui va être le bénéficiaire de cette lutte, puisque la noblesse étant décimée, le système féodal est en crise, et c'est la monarchie absolue qui va pouvoir s'installer. C'est la guerre civile entre les nobles qui va conduire, qui va permettre plutôt à l'installation de la monarchie absolue en France, qui a pour évidemment au XVIe siècle comme grande figure Henri VIII, Élisabeth Ier, sa fille. Alors maintenant, du côté de l'Espagne, je serai assez rapide. Vers 1300, il faut se dire qu'en Espagne, on est presque au bout de la Reconquista, c'est-à-dire de cette reconquête des terres espagnoles, enfin de la péninsule ibérique, sur les Maures, donc c'est-à-dire sur les musulmans. Alors je ne dis pas les Arabes, parce que vous savez que les Arabes étaient mêlés à des Berbères, à des gens qui venaient au fond de Mauritanie, c'est pour ça qu'on dit les Maures aussi, donc il n'y a pratiquement plus d'Arabes en Espagne à ce moment-là. L'Espagne est constituée de 5 royaumes, le royaume de Portugal, d'autre part le royaume de Castille, le royaume d'Aragon, qui sont promis un bel avenir, puisque à la fin du XVe siècle, par un mariage entre Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, l'Espagne va être unifiée. Il y a également la Navarre, qui est un petit royaume près des Pyrénées, dont un des descendants deviendra roi de France. Il s'agit d'Henri III de Navarre, qui régnera en France sous le nom d'Henri IV, à partir de 1589 jusqu'en 1610. Et vous avez enfin le royaume de Grenade, qui ne sera conquis par les Espagnols, donc par Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, que, au mois d'avril, sauf erreur de ma part, 1492, et c'est justement la fin de la Reconquista qui va permettre à Christophe Colomb de faire valoir son projet d'aller au-delà des océans et de mettre au point
d'entreprendre une expédition donc, vers l'ouest, vers les Indes. Il arrivera, comme vous savez, aux Bahamas, c'est-à-dire en Amérique, au mois d'octobre 1492. Alors, reste le dernier aspect que je voulais évoquer, c'est l'Église. Vous vous souvenez, dans le plan que je vous ai donné tout à l'heure, je voulais évoquer donc l'Église. Alors, l'organisation de l'Église. L'Église est en pleine, comment dirais-je, en pleine crise au XIVe et au XVe siècle, en tout cas au XIVe siècle. En effet, un pape élu à Rome va prendre résidence en France, en Avignon, dans le territoire de la France actuelle. Ce n'était pas la France, c'était une enclave, en fait, à Avignon. Et pendant près de 70 ans, les papes vont vivre à Avignon. Donc le cœur de l'Église ne sera plus Rome, mais sera Avignon. C'est l'époque où sera construit le fameux château des papes à Avignon. Les papes seront français, donc ils seront sous la coupe du roi de France. Et c'est seulement donc dans le dernier quart du XIVe siècle que la papauté va retourner à Rome. Il y aura une grande crise parce que, après ce que l'on a l'habitude d'appeler la captivité de Babylone, puisque ce séjour des papes à Avignon dure 70 ans, ce qui correspond à la période où les Juifs ont eux-mêmes été exilés à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. Vous vous souvenez, à l'époque de Nabuchodonosor, c'est Cyrus qui, dans les années 530 avant Jésus-Christ, allait leur permettre de retourner sur la terre de leurs aïeux. Eh bien, à cette période de captivité de Babylone, entre guillemets, c'est une expression, va succéder une grande crise, puisqu'à un moment donné, il y aura 3 papes en Occident, chacun étant soutenu par des souverains qui ont leur candidat, leur champion. Autrement dit, les élections pontificales seront liées à la politique et uniquement à la politique. Je ne vous dis pas ce qu'il va en advenir dans la deuxième moitié du XVe siècle et au début du XVIe siècle. La papauté va continuer à être en crise, ça va même sur le plan moral s'accentuer avec la montée sur le trône pontifical de Borgia, je pense en particulier à Alexandre VI, je pense également aux Médicis, par exemple, je ne vais pas citer tous les noms des papes, ça va vous encombrer le cerveau si je commence à les citer. Ce sont des papes de la Renaissance qui sont certainement des humanistes, mais qui sont aussi des fins politiques, voire des guerriers comme Jules II, par exemple. Pour mettre fin à ce conflit, ont lieu plutôt plusieurs conciles au début du XVe siècle. Le concile de Pise et le concile de Constance, qui vont rétablir l'unité de la chrétienté. En 1420, sauf erreur de ma part, se tient alors là le concile de Bâle, qui veut mettre fin à l'hérésie qui se développe en Europe centrale sous la direction de Jean Hus, qui va devenir un héros des Tchèques. Hus reste à l'heure actuelle un grand héros national dans l'État tchèque, en Bohême donc. En effet, Jean Hus avait repris, c'est Jan Hus, je ne sais pas très bien comment on prononce en tchèque, va reprendre les théories d'un professeur d'Oxford qui lui n'avait pas été inquiété à l'époque, je veux dire physiquement, c'est John Wycliffe, qui avait considéré que l'Église, le sommet de l'Église était pourri, corrompu. Il avait promu également la communion sous les 2 espèces. Il considérait que c'était les fidèles qui constituaient vraiment l'Église véritable et non pas le haut clergé. Et Hus avait repris ces idées-là et il avait été condamné, malgré qu'il y ait eu un sauf-conduit pour se rendre à Bâle, il avait été condamné donc à ce concile et brûlé vif. Ce qui avait conduit évidemment à une révolte des Tchèques, et par la suite on était arrivé à un compromis permettant aux Tchèques
de rester au sein de l'Église catholique tout en pouvant communier sous les deux espèces. Maintenant, j'en arrive au dernier pan de cette histoire du Moyen-Âge, c'est la fameuse guerre de 100 ans. La fameuse guerre de 100 ans qui oppose la France et l'Angleterre. Alors, je vais vous faire un petit schéma au tableau, un petit schéma dynastique pour vous situer un petit peu dans la chronologie. Alors, en France, depuis Hugues Capet, c'est-à-dire depuis 987, 13 rois s'étaient succédés en ligne directe. Donc chaque roi avait eu un fils, et donc pendant 13 générations, ce qui est quand même pas mal, il n'y avait pas eu de problème de succession. C'était toujours le fils qui succédait à son père. Donc ce n'était même pas des neveux, c'était des fils qui succédaient à leur père. Pendant 13 générations. Donc depuis 987 jusque plus ou moins 1340. Donc pendant 3 siècles et demi pratiquement. Il se fait que Philippe le Bel, dont je vous parlais tout à l'heure, Philippe le Bel, qui règne, donc c'est Philippe IV, Philippe le Bel qui règne donc au tournant du XIIIe et du XIVe siècle a 4 enfants. Logiquement, c'est son fils aîné qui va lui succéder, Louis X. Lui-même va avoir un enfant qui va naître après sa mort, mais vraisemblablement il a été empoisonné, celui qu'on appelle Jean Ier le posthume. Donc il n'a pas pu régner, si vous voulez, puisqu'il est mort quelques jours après sa naissance. Si vous avez lu Les Rois maudits, hein, il apparaît que là c'est une certaine Mao d'Artois qui l'aurait empoisonné. Louis X meurt, son fils n'a évidemment pas le temps de régner, et c'est le frère de Louis X, que l'on appelle, qui est surnommé le Hutin, qui va lui succéder. Il s'agit de Philippe V, dit le Lot, mais peu importe les surnoms, hein, on n'est pas dans les visiteurs, vous savez, Louis XVI le Gros, etc. Bon, ici, voilà. Philippe V n'a pas d'enfant. Hein, tout cela est raconté aussi dans un roman de Jeanne Mourin qui s'appelle La Chambre des Dames, je ne sais pas si vous connaissez. Philippe V meurt et il a un frère qui lui succède et qui s'appelle Charles IV. Voilà, pas d'enfant non plus. Alors se pose alors le problème de la succession. Philippe IV avait un frère qui n'a jamais régné, hein, Charles de Valois, qui était aussi, mais c'était un titre purement pompeux qui correspondait à aucune réalité, il était aussi empereur de Constantinople. Vous imaginez, alors que les empereurs byzantins avaient repris le pouvoir à Constantinople, hein, après la chute de l'Empire latin d'Orient. Charles de Valois, qui n'a jamais été roi, donc a un fils qui s'appelle Philippe. Il va régner effectivement sous le nom de Philippe VI. Mais il y a un problème, c'est que juste pendant 3 siècles, plus de 3 siècles et demi, les fils avaient succédé à leur père sans difficulté. Alors, le problème est de savoir si on allait appliquer une vieille loi qu'on a retirée des fagots, la fameuse loi salique, des francs saliens, donc de l'époque des Mérovingiens, où il fallait absolument que ce soit un mâle en ligne, direct ou indirect, mais qui avait du sang royal évidemment, hein, puisque le père de Philippe IV le Bel, c'est Philippe III. Ça va? Qui était le fils de Saint-Louis, hein, de Louis IX. Bon. Ou bien si on allait continuer à prendre les descendants de Philippe IV, et Philippe IV avait une fille, Isabelle, qui était mariée, et c'est ça l'origine de la guerre de 100 ans, qui était mariée au roi d'Angleterre, Édouard Ier, ou Édouard II peut-être. Maintenant il faudrait que je réfléchisse. C'est peut-être Édouard II. Alors, de son mariage avec Édouard II, elle a eu un fils, Édouard,
automatiquement 3. Il aura un fils, le prince noir, qui ne va jamais régner. Alors, qui va régner? Est-ce que c'est Édouard III ou s'agit-il de Philippe VI? Tous les deux revendiquent évidemment la couronne de France. Lui en tant que petit-fils de Philippe le Bel, lui en tant que petit-fils de Philippe III. Alors, est-ce qu'on va prendre les mâles ou est-ce qu'on va continuer dans la descendance de Philippe IV? C'est le début de la guerre de 100 ans. Alors, je vais poursuivre l'arbre généalogique et puis je vous explique la guerre elle-même. Philippe VI de Valois va être rapidement contesté, il commence à régner, et puis rapidement, Édouard III va respecter. Alors, Philippe VI, il va avoir comme descendant, donc c'est sur la même ligne qu'Édouard III, donc celui qui régnera sous le nom de Charles V, le Sage, lui qui aura une superbe bibliothèque. On peut voir d'ailleurs les bases du Louvre de l'époque de Charles V. Quand vous descendez sous la pyramide du Louvre, vous allez voir les soubassements, les douves en fait, de l'époque de la construction de Charles V, donc au milieu du XIVe siècle. Charles V lui-même a un fils, Charles VI, puis vous avez Charles VII, puis je vous explique le détail après, vous savez, Charles VII a un fils qui est, c'est Charles VIII, sauf faire de ma page, j'essaie de faire ça dans le nom, oui, Charles VIII, puis vous avez Louis XI. Et après Louis XI, on va passer à une branche collatérale. Ceux-ci, c'est ce qu'on appelle les Valois. Ça, ce sont les Capétiens directs. Ici, les Valois. Et puis, on va passer aux Valois-Orléans avec Louis XII. Et puis, aux Valois-Orléans-Angoulême avec François Ier. Il y aura un fils, Henri II. Il y aura lui-même 3 fils. François II, Charles IX et Henri III. Et ce sera la fin des Valois. Et là, on passera à une toute autre branche, ce sont les Bourbons. Il se fait qu'avec Henri IV, qui monte sous le trône en 1589, et Henri IV, lui, est un descendant d'un fils de Saint-Louis. Vous voyez, on a dû remonter au XIIIe siècle pour retrouver, donc, pour appliquer la loi salique. Voilà. Alors maintenant, je vous explique un peu la guerre de 100 ans. Je vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Alors, au début de cette guerre de 100 ans, les choses se passent tout d'abord très mal pour les Français. C'est la bataille de Crécy, la bataille de Poitiers. Les Français ne tiennent pas devant l'armée anglaise. Mais, avec Charles V, le Sage, il y a un redressement tout à fait spectaculaire grâce à son connétable, autrement dit le général en chef de ses armées, qui s'appelle Enguerrand du Guesclin. Du Guesclin, qui est un breton, va reprendre tous les territoires qui avaient été pris par les Anglais. N'oubliez pas que quand je dis les Anglais, il ne faut pas oublier quand même qu'il s'agit d'une très longue histoire. Déjà au XIe siècle, Guillaume le Conquérant venait en fait de France, puisqu'il était duc de Normandie. Ça, c'est la première chose. Au XIIe siècle, les rois d'Angleterre, à la suite d'un mariage, entre autres, avec Agnioneur d'Aquitaine, en fait, possédaient un bon tiers de la France. Ils étaient à la fois comtes de Poitou, comtes d'Anjou, duc de Normandie et duc d'Aquitaine, vous imaginez. Donc, toute la façade atlantique, à l'exception toutefois du duché de Bretagne, était entre les mains de cette famille Plantagenet, à laquelle vont appartenir Richard Cœur de Lion et Jean Santerre, mais ils ne se considéraient pas comme des Anglais. C'était en fait une dynastie qui avait des terres de part et d'autre de la Manche. La majorité de leurs terres se trouvait en France, et puis ils avaient, je dirais, des terres importantes, puisqu'ils avaient le royaume d'Angleterre au-delà de la Manche. Mais en fait, ils étaient franco-anglais, donc il ne faut pas dire qu'ils étaient anglais, ils étaient rois de France, mais ils avaient, à l'époque de la féodalité, je vous ai déjà dit que les comtes et ducs avaient des pouvoirs régaliens, ils avaient leurs armées, ils avaient leur monnaie, ils exerçaient la haute justice, et donc pratiquement, quand vous étiez en France, en Poitou, en Anjou, en Aquitaine ou en
ou en Normandie, mais ils étaient pratiquement comme des roitelets. Ils avaient été laminés, ceci dit, par Philippe Auguste, hein, je pense en particulier à la bataille de Bouvines en 1214, mais voilà, ils avaient donc, il y avait un lourd héritage, un lourd contentieux, si je puis dire, entre les anglo-normands, les anglo-français, et d'autre part, les Français au sens strict, le roi de France. Je vous rappelle aussi que, si vous êtes peut-être au courant, mais sur la jarretière, qui est l'ordre le plus élevé attribué par la reine d'Angleterre à l'heure actuelle, il y a une phrase en français, qui est d'ailleurs toujours la devise du royaume d'Angleterre, c'est « Honi soit qui mal y pense ». C'est en français, c'est pas en anglais. Si vous voyez la devise du royaume des Pays-Bas, de la famille d'Orange-Nassau, à l'heure actuelle, c'est pas en néerlandais, c'est en français. Ça n'a rien à voir, hein, mais c'est pour vous dire, c'est « je maintiendrai ». Pourquoi? Parce que la famille d'Orange-Nassau ils étaient princes d'Orange, et Orange, comme vous le savez, ça se trouve dans le sud de la France, près d'Arles, près d'Avignon, etc. Et ils étaient aussi comtes de Nassau, donc ils étaient féodaux du Saint-Empire romain de la nation germanique. Donc, ceci c'est une parenthèse pour la famille d'Orange-Nassau, mais c'est pour vous dire que les liens ont été toujours très étroits entre, d'une part, la France et l'Angleterre au Moyen-Âge. Et le roi d'Angleterre parlait français. Entendons-nous bien. Voilà. Ce n'était pas le cas, évidemment, du roi de France qui ne parlait pas anglais. Il n'avait pas de raison de parler. Il n'avait pas de terre sur l'île britannique. Alors, je continue. Donc, au début, ça se passe très mal pour les armées françaises, Crécy, Poitiers en particulier. Puis, deuxième moitié du siècle, je vous ai dit que grâce à du déclin, les territoires qui avaient été perdus par le roi de France sont récupérés. Mais alors, les choses vont de nouveau se compliquer avec Charles VI, parce que Charles VI, en fait, va connaître un règne désastreux. En effet, ce sont les oncles ou les frères du roi, c'est-à-dire des grands féodaux qui dirigent le royaume, ce sont les Orléans, les Berry, les Bourgognes, hein, je pense en particulier à la maison de Bourgogne dont je vous ai parlé, vous vous souvenez tout à l'heure. Hein, je vous ai dit que Philippe le Hardi est le fils de Jean de Lebon. Hein, vous vous souvenez? Donc, autrement dit, c'est le frère de Charles V. Hein. Donc, ça se passe mal parce que le royaume est entre les mains de factions rivales, de clans politiques véritablement qui dirigent le royaume, donc les deux oncles du roi et le frère du roi. Et en plus de ça, le roi est atteint de folie. À la suite d'un accident de cheval dans une forêt, il est devenu fou, et donc, à certains moments de son règne, il est lucide, et à d'autres moments, il ne l'est pas du tout. Conclusion, donc vous voyez qu'il n'y a pas moyen d'avoir une ligne politique directrice, et les grands du royaume se mettent tantôt du côté, pour certains d'entre eux en particulier, pour la Bourgogne, se mettent tantôt du côté des Anglais, tantôt du côté de la France. Voilà, le roi de France. Donc, c'est une époque où les grands féodaux ont pignon sur rue, hein, et dirigent véritablement le royaume. Charles VI meurt, son fils, dans un premier temps, ne régnera pas comme roi de France. En effet, le roi d'Angleterre, à ce moment-là, qui règne sous le nom d'Henri VI, dès sa montée sur le trône, se proclame roi de France et d'Angleterre. Et Charles VII n'ose pas se proclamer roi de France, et il va régner au début de son règne en tant que régent du roi de France. C'est celui qu'on va appeler le roi de Bourges, parce qu'il ne peut pas diriger la France à partir de Paris, qui est occupée par les Anglo-Bourguignons, et il dirige la France à partir de Bourges. Voilà. Mais intervient une femme très célèbre dans l'histoire de France, qui était reprise par le Front National, hein, comme symbole, hein, puisque la fête de Jeanne d'Arc est la fête du Front National. À Paris, ils se réunissent chaque fois par an devant la statue dorée de Jeanne d'Arc, près du Louvre. Eh bien, pourquoi? Parce que Jeanne d'Arc, elle a bouté l'anglais, c'est-à-dire les étrangers hors de France. Vous connaissez, hélas, le programme de Jean-Marie Le Pen. Hein. Voilà, donc bouter l'étranger hors de France. Voilà. Et Charles VII, grâce
entre autres à Jeanne d'Arc, va pouvoir reconquérir son royaume. Hein. La malheureuse Jeanne, qui était une paysanne originaire de Lorraine, va être faite prisonnière. Elle va par les Bourguignons qui vont la livrer aux Anglais. Et elle sera finalement brûlée à Rouen, hein, puisque Rouen est la capitale du duché de Normandie, qui appartient donc au roi d'Angleterre. Charles VII est le réunificateur, je dirais, du royaume de France. C'est sous son règne, en 1453, par le traité de Brétigny, que la guerre de 100 ans prend fin. Les Anglais ne vont plus conserver que Calais, à partir du XVe siècle. Son fils, Charles VIII, alors là on n'est plus dans la guerre de 100 ans, son fils Charles VIII, bon, je n'en parle pas de toute façon des autres, mais je me demande si Charles VIII, non, je me trompe là, Charles VIII, il vient après Louis XI, sauf erreur de ma part. Donc je le barre, je crois que c'est Charles VII, Louis XI, puis Charles VIII, puisque Charles VIII, c'est celui qui, avec Louis XII, vont se lancer dans l'aventure italienne. Donc je barre ce que je dis ici. Donc c'est Louis XI qui est le fils de Charles VII, sauf erreur de ma part. Bon, mais alors là on est en dehors de la période qui nous concerne. Voilà. Donc pour résumer mon propos, vous voyez que j'ai essayé de ne pas être trop long dans l'exposé, en tout cas ex cathedra. Si l'on doit retenir des lignes de force pour le bas Moyen-Âge, il faut retenir tout d'abord que c'est une période de calamité, période, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, je tape sur le clou, période de famine, période d'épidémie, période de guerre. Hein. C'est une période de crise sur le plan moral, puisque l'Église connaît des dissensions liées à des affaires purement temporelles, politiques. Il y a des hérésies également, hein, qui vont laisser des traces, puisque Luther et Calvin, au XVIe siècle, vont reprendre l'héritage de John Wycliffe et de Jean Hus. En plus, l'autorité pontificale s'est trouvée fortement ébranlée. La preuve, c'est qu'au Concile de Bâle, en 1420, il est question de donner l'autorité au Concile et non plus au pape. Et toute cette discussion à propos de l'autorité que doit posséder l'Église, ou posséder le pape, va préparer le terrain, bien entendu, à la crise de la réforme au XVIe siècle. Voilà, j'espère vous avoir montré les lignes de force, les grandes idées du bas Moyen-Âge. C'est évidemment extrêmement succinct, puisqu'il s'agit d'une synthèse, vous l'aurez compris, comme d'habitude. Et maintenant, il me reste à vous présenter un certain nombre d'ouvrages. Je vous dis tout de suite, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, mais hors caméra, que je présenterai ces livres. Je vais vous les montrer, mais vu leur nombre, hein, il ne me sera pas possible de les présenter maintenant. On le fera à un autre moment. Alors, quelques ouvrages pour conclure. Je vais vous montrer ces ouvrages dans l'ordre de la matière qui est exposée juste avant. Je vous ai d'abord parlé des grandes calamités, donc je vais d'abord vous montrer des ouvrages liés à cela. Je vous ai parlé dans ces calamités des calamités naturelles. Donc, dans un premier temps, je vous ai parlé des crises agraires. Et donc je vous montre, bien entendu, un grand classique publié chez Flammarion par Fernand Braudel, dans la collection de Fernand Braudel, mais publié par Abel, qui s'intitule « Crise agraire », donc en Europe, 13e, 20e siècle. Donc ça, c'est l'ouvrage de base. En ce qui concerne maintenant les épidémies, un ouvrage très général qui concerne toute l'histoire de l'humanité. Ça permet donc de replacer la Grande Peste noire dans son contexte. Le temps de la peste, sous-titre « Essai sur les épidémies dans l'histoire », c'était publié chez Hachette. Et l'auteur s'appelle MacNeill. Alors,
En ce qui concerne la guerre, maintenant, un ouvrage d'un grand médiéviste français qui était professeur à l'université de Nanterre, de Philippe Contamine, La guerre au Moyen-Âge, dans la collection Nouvelle Clio, où l'histoire économique et sociale, un ouvrage de Jacques Herz, L'Occident au XIVe, XVe siècle, les aspects économiques et sociaux, dans la même collection que l'ouvrage de Philippe Contamine. Alors, pour moi, un ouvrage que j'apprécie beaucoup et que j'ai bien entendu utilisé pour préparer ce cours, l'ouvrage de Guy Bois, qui s'intitule « La grande dépression médiévale ». Il entend le mot dépression au sens de dépression, comme on parlerait de la crise de 1929, 14e, 15e siècle, le précédent d'une crise systémique. Le point de vue est marxiste, mais il est très éclairant. En ce qui concerne maintenant l'histoire économique et sociale dans le monde, puisque ça vaut peut-être la peine de replacer ce dont je vous ai parlé dans un contexte plus général, mais l'ouvrage concerne bien entendu surtout l'Europe. Alors ça s'intitule « L'ouverture du monde, 14e, 16e siècle ». C'est publié donc dans l'histoire économique et sociale du monde sous la direction de Pierre Léon chez Armand Collin. Quelques ouvrages généraux sur le bas Moyen-Âge, et j'aurais peut-être pu commencer par ça d'ailleurs. 14e et 15e siècle, crise et genèse sous la direction de Jean Favier, qui était professeur à la Sorbonne et directeur général des Archives de France, aux Presses universitaires de France. Un ouvrage de Philippe Wolff, Automne du Moyen-Âge ou Printemps des temps nouveaux, l'économie européenne au XIVe et XVe siècle chez Aubier, de Jacques Herz, dont je vous ai déjà montré l'ouvrage publié dans la Nouvelle Clio, qui est un ouvrage problématique, les temps dits de transition, et ça couvre la période de 1300 à 1520, c'est édité par Manta. Alors un ouvrage ancien, mais qui a l'avantage d'être un ouvrage compact en poche, sous la direction de écrit par Jean Favier, qui s'intitule « De Marco Polo à Christophe Colomb », 1250 de 1492, c'est chez Larousse. Alors, je vous ai parlé également des révoltes populaires, tant dans les campagnes qu'en ville. Je vous recommande aux Presses universitaires de France de Guy Fourquin les soulèvements populaires au Moyen-Âge. Autre ouvrage de Michel Mola et Philippe Wolff, les révoltes populaires en Europe au XIVe et XVe siècle, dans la petite collection Champ Flammarion. Plus particulièrement pour la Belgique, lutte sociale à Liège au XIVe siècle, non, excusez-moi, du XIIIe au XVe siècle, dans la petite collection Notre Passé. Je poursuis avec le chapitre sur l'histoire politique et l'histoire des États. L'Occident au XIVe et XVe siècle, les États, écrit par Bernard Guéné, qui a été mon maître à la Sorbonne, publié aux Presses universitaires de France. Du même Bernard Guéné, Un meurtre, une société, l'assassinat du duc d'Orléans en novembre 1407, chez Gallimard, dans la Bibliothèque des Histoires. Alors, ça dépasse largement l'histoire, je dirais, purement événementielle, puisque ça concerne l'histoire sociale, comme vous voyez, ça concerne la lutte entre les factions dont je vous ai parlé tout à l'heure, entre les frères et les oncles du roi Charles VI. Du même Bernard Guéné, Entre l'Église et l'État, c'est l'histoire,
je dirais, intellectuels de 4 grands prélats français qui ont joué un rôle dans l'histoire politique de la France. Il s'agit de Gilles Le Moisy, de Bernard Guy, le fameux Bernard Guy qui intervient dans le film Le Nom de la Rose, que vous avez sans doute vu, de Jean-Jacques Hano, hein, puisque ça se passe en 1314, ou 1604, 1314 ou 1304, je crois, cette histoire. Voilà. Alors, un recueil de documents publié chez Albin Michel sur la guerre de 100 ans, et dont l'auteur est le duc de Lévis-Mirepoix. Alors, quelques sources aussi pour la guerre de 100 ans. Le journal d'un bourgeois de Paris sous Charles VI et Charles VII. Un recueil de textes dû à Michel Mola, celui qui a écrit avec Philippe Wolf une histoire des révoltes populaires au XIVe et XVe siècle. Donc ce recueil de documents s'intitule « La guerre de 100 ans vue par ceux qui l'ont vécu » dans la collection Point au Seuil. Alors un recueil de documents dû à Philippe Contamine, celui qui a écrit la synthèse sur la guerre au Moyen-Âge, Azincourt. La bataille d'Azincourt a eu lieu en 1415 sous le règne donc de Charles VI et a conduit à la défaite des chevaliers de la chevalerie française par les Anglais, les archers français. Il faut savoir aussi que c'est au milieu du XIVe siècle que l'armement progresse. C'est la naissance du canon au milieu du XIVe siècle. Les premiers canons sont constitués de barres de fer qui sont reliées par des anneaux, des cercles, hein, et on envoyait des boulets de pierre. Et dans le courant du XIVe et du XVe siècle, il va y avoir une progression, puisque les canons, dorénavant, ne seront plus constitués de barres de fer, mais seront constitués de métal fondu, ce sera du bronze principalement, hein, et ils vont envoyer non plus des boulets de pierre, mais des boulets de fer contenant d'ailleurs de la poudre. Alors, un ouvrage de Françoise Autran, qui est aussi un recueil de documents, Pouvoir et société en France, XIVe et XVe siècle. Pour nos régions, un grand classique, évidemment, c'est le tome 2 de l'histoire de Belgique d'Henri Pirenne. Une thèse de doctorat qui s'intitule « Structure agraire et vie rurale dans le Hainaut à la fin du Moyen-Âge » par un professeur de Lille, Gérard Sibéry, c'était publié aux presses universitaires de Lille. D'un professeur de l'université de Gand, Hans van Werweyck, Jacques van Artevelde. Vous vous souvenez, ce tribun populaire dans le comté de Flandre dans la première moitié du XIVe siècle, dans la collection Notre Passé. De Paul Bonenfant, qui fut professeur à l'université de Bruxelles et qui est mort en 1965, je crois. La biographie de Philippe Lebon. Alors, de son élève que j'ai eu comme professeur à l'ULB, la biographie de Charles le Téméraire, de John Bartier. Sur l'Angleterre à l'époque de la guerre des Deux Roses, un ouvrage publié aux éditions Complexes par Murray Kendall. Et pour l'histoire de l'Espagne au Moyen-Âge, plus particulièrement l'histoire économique et sociale de l'Espagne chrétienne au Moyen-Âge, un livre publié chez Armand Collin dans la collection U par Dufourcq et Gauthier d'Alcher. Alors, je vois que j'ai encore une biographie que j'aurais dû vous citer, 2 biographies même, celle du même Kendall qui a écrit un livre donc, sur la guerre des Deux Roses, la biographie de Louis XI chez Fayard. Alors là, c'est surtout à titre littéraire que je vous le montre, parce que bien entendu, il y a eu des travaux beaucoup plus sérieux et plus complets depuis lors, un classique qui est le Jeanne d'Arc de Jules Michelet, qui est le grand historien romantique du XIXe siècle.
Alors, on va passer maintenant à l'histoire des mentalités, à l'histoire religieuse. Je ne vous ai pas expliqué, j'aurais pu le faire, vous expliquer que c'est une époque de grande dépression sur le plan économique et social, mais également de grande dépression sur le plan des mentalités. C'est une époque de désespérance, de doute, de grande inquiétude, et c'est l'époque où l'on voit apparaître comment dirais-je, des sculptures qui représentent la mort, des danses de cadavres même, de squelettes, hein, ce qu'on appelle les danses macabres justement, et c'est une époque où règne la peur. N'oubliez pas qu'il y a la famine, les épidémies, la guerre, et les guerres, je n'ai pas expliqué quelles étaient les conséquences de ces guerres, hein, mais ces conséquences de ces guerres, ce sont aussi les pillages, comment dirais-je, de nourriture, les pillages des maisons, les pillages, les viols également, qui sont très nombreux à cette époque-là, parce que quand les soldats ne sont plus payés, parce que nous sommes à une époque où naissent, comment dirais-je, des armées de mercenaires, et c'est pour ça qu'on les appelle des soldats d'ailleurs, puisqu'ils reçoivent une solde. Avant, on ne parlait pas de soldats, soldats ou soudards également. Alors, un ouvrage sur la peur en Occident du XIVe au XVIIIe siècle par Jean Delumeau, qui était professeur au Collège de France. Un autre ouvrage du même auteur qui s'intitule « Le péché, la peur, la culpabilisation en Occident, XIIIe, XVIIIe siècle » chez Fayard également. Un grand classique qui est à l'origine de l'histoire des mentalités et de la nouvelle histoire de l'école des annales du plus grand, sans doute, ou un des plus grands historiens néerlandais, Johan Huizinga, L'automne du Moyen-Âge. Il s'agit essentiellement d'une histoire des mentalités au bas Moyen-Âge. Alors, un ouvrage qui est intéressant par toutes les pistes qui sont évoquées et qui montrent la richesse de l'histoire des mentalités pour le Moyen-Âge, donc de Hervé Martin, Mentalité médiévale, 11e, 15e siècle, il y a un deuxième volume. Sur l'histoire de l'Église pour le 14e et 15e siècle de Francis Rapp, dans la collection Nouvelle Clio. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la sorcellerie, il y a un grand classique de Le Roi Ladurie, qui était le grand, enfin il vit toujours, hein, il a plus de 80 ans maintenant, qui était le grand spécialiste de la France du XIIIe au XVIIIe siècle, du XIVe au XVIIIe siècle, il a appelé l'histoire immobile. Montagu, village occident, de 1294 à 1324. Il a eu la chance de pouvoir trouver les archives de l'évêque de Pamiers, dans le sud de la France, qui relate la traque d'une hérésie, donc en pays d'Oc. Alors de Philippe Ariès, aussi un des fondateurs de l'histoire des mentalités, essai sur l'histoire de la mort en Occident du Moyen-Âge à nos jours. C'était le genre de représentation que l'on trouve régulièrement au XVe siècle, hein, une jeune femme hein, qui doit prendre conscience que sa vie n'a qu'un temps et que toute beauté est destinée à disparaître un jour. Maintenant, quelques sources, parce que ça me paraît important également de vous permettre de pouvoir préparer vos leçons avec des documents qui sont publiés et analysés, commentés dans la collection U L'Europe au Moyen-Âge, c'est le tome 3 que je vous montre ici, donc c'est un recueil de documents sous la direction, entre autres choses, de Philippe Contamine déjà cité. Un autre livre, recueil de documents commentés, Le Moyen-Âge, 11e, 15e siècle, dans la collection Grand Amphi. Alors, un roman, bon, évidemment c'est de la fiction, mais qui est très bien fait, un grand classique, qui a été publié en 1980 en italien dans sa version originale, Il nome della Rosa, et en français, donc sous le nom de la Rose, 2 ans plus tard, chez Grasset. Alors moi, quand j'étais professeur d'enseignement secondaire, je montrais des extraits du film, les élèves adoraient ça, puisqu'il s'agit d'une enquête qui se situe dans une abbaye, hein, au début du XIVe siècle, hein, avec dans le rôle principal Sean Connery,
Hein. Ça se passe dans l'abbaye de Melk, hein, au début du XIVe siècle, et c'est l'histoire d'une hérésie, mais aussi de la recherche d'un manuscrit par le héros de l'histoire qui est Guillaume de Baskerville, donc joué par Sean Connery. Voilà. Alors moi, je demandais à mes élèves sous forme d'exercice, je leur faisais la photocopie du plan de l'abbaye, et au fur et à mesure que le film tournait, je leur demandais d'essayer de situer chaque fois l'endroit où s'était déroulé chacun des meurtres. Hein. Là, c'est la grande bibliothèque, et vous voyez toutes les parties de l'abbaye, la porcherie, l'écurie, etc., l'église, le réfectoire. Et donc, c'était un moyen de les tenir en haleine, hein, par rapport au film. Donc, le film servait de prétexte à travailler sur l'histoire du bas Moyen-Âge. Alors, quelques ouvrages, un recueil de textes de la fin du XIIIe siècle, le Novellino, en italien, c'est dans la collection bilingue 10-18. Quelques œuvres célèbres, hein, 100 ballades d'amants et de dames de Christine de Pisan. Il y a évidemment les poésies de Villon, hein, vous connaissez sans doute, ne fût-ce que par les chansons de Brassens. La farce de Maître Patelin, hein, qui se situe à la fin du XVe siècle. Alors, le marteau des sorcières reste un manuel d'inquisiteur de la fin du XVe siècle, dû à deux inquisiteurs, Henri Institoris et Jacques Sprenger. Quand j'étais en première année à l'université, on traduisait donc du latin ce manuel d'inquisiteur. C'était très gai, évidemment, quand on arrive à 18 ans, de pouvoir travailler directement sur des textes latins, on voit un manuel de sorcellerie. Alors, des ouvrages ici qui ne sont pas... Il y en a encore un ouvrage contemporain, évidemment, c'est les contes de Canterbury de Chaucer, qui est le grand poète anglais du XIVe siècle. Et alors, deux ouvrages qui ne sont pas du tout contemporains, mais qui relatent des épisodes de la guerre de 100 ans. Ben, tout d'abord, d'un contemporain de Shakespeare, de Marlowe, Édouard II, c'est une pièce de théâtre, donc dans la collection bilingue chez Aubier, et d'autre part, dans la collection Shakespeare, donc un texte, une pièce de théâtre célèbre de Shakespeare, le roi Henri IV. Voilà, Henri IV d'Angleterre, bien entendu, hein, Henri IV de France. Voilà, j'ai dit.